Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les Chevaliers de la Licorne de Simon Arbelot dans une adaptation radiophonique de Jean Châtenay, avec Louis Seigné, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle du commissaire Picot, Roger Carrel, le colonel de la Gartempe, et Jean-Pierre Lituac, Martine Ferrière, Henri Virlogeux, Pierre Vernier, René Barrel, Yves Duchâteau, Jean Mauvais et Jacques Hilling. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, bruitage Jean Berriac, prise de son Madeleine Sola et Madeleine Lozès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Pauvre Madame la Marquise. Quand on pense qu'hier encore elle est descendue à pied au château, si vaillante, on n'aurait jamais cru que ça irait si vite. Elle était déjà passée quand le médecin est arrivé. Chaud et froid, vous savez ce que c'est? Cette chose est Rien du tout. À 71 ans, pas le moindre signe de faiblesse. Excellent cœur, magnifique appétit. Et puis crac, un rhume, une nuit de fièvre, et bonsoir marquise. Ah, pauvre de nous. Elle n'avait plus le moral, voyez-vous, docteur. Depuis la vente du château de Busset, la pauvre marquise n'avait plus rien sous le soleil. En l'accueillant à Roufac, le colonel de la Gartempe lui a sauvé la vie. Pas pour longtemps, hélas. Alors, Picot, vous voilà satisfait? Faute d'avoir vu une noce en pays limousin, vous aurez du moins vu un enterrement. C'est toujours du folklore. Lequel est le colonel de la Gartempe? Au premier rang, celui qui a le nez rouge et les moustaches à la gauloise avec des cheveux en brosse. Une figure, hein. Le petit vieillard qui a l'air d'un lapin en redingote à côté de lui, c'est le vicomte Géraud de la Gartempe. Le frère du colonel? Lui-même. Il a la manie des citations classiques. À part ça, le meilleur des hommes. Et derrière lui, vous apercevez Robert Brichot, le neveu des Lagartempe, l'enfant terrible de la famille. Il était en affaire avec son cousin Antoine de Lastide. Celui qui a disparu? Oui, depuis 2 mois, en emportant un assez joli maco. Mais qui fait vivre tous ces gens-là? Le colonel, il a un cœur d'or. Veuf très jeune, il a hérité de sa femme une partie des mines de Colodarès au Mexique. Il se trouve à la tête d'une fortune immense. Le château de Roufac et l'hôtel particulier de la rue du Consulat à Limoges n'en sont qu'une infime partie. Qui est cette grande vieille femme de l'autre côté de l'allée? La duchesse du Thorion. Elle habite le château de Saint-Priest. C'est elle qui possède le diabletin, un diamant de 110 carats, donné par Charles IX au dernier baron du Thorion en 1571. Elle le portera sûrement au déjeuner. Au déjeuner? Au déjeuner d'enterrement. Vieille tradition limousine. C'est le colonel qui invite à Roufac. Bonne occasion de renouer les liens familiaux et de rassembler tous les chevaliers de la Licorne. Les chevaliers de la Licorne, qu'est-ce que c'est que ça? Une association farfelue qui remonte au XVe siècle. Je vous raconterai l'histoire en détail quand nous serons rentrés à Limoges. Pauvre Madame la Marquise.
quand on pense qu'hier encore, une si bonne personne, c'est quand même bien triste. L'ordre des chevaliers de la Licorne, mon cher Picot, on remonte au début du XVe siècle et de nombreux Lagartempes s'y sont illustrés. Une fine? Volontiers, merci. Le grand maître de l'ordre est aujourd'hui le colonel comte Laurent de Lagartempe, que vous avez aperçu ce matin à l'église de Rouffach. Le colonel a retrouvé dans les archives du château de Rouffach une abondante documentation sur l'ordre. Il lui a suffi de rajeunir les statuts pour en faire une association d'entraide, conformément à la loi de 1901. Cela lui permet de secourir d'une façon discrète et efficace tous ses parents et amis qui se trouvent dans le besoin, comme ce fut le cas pour la marquise de Busset. Tout ça est du folklore, mon cher Picot, je vous le répète, sans aucun rapport avec l'affaire pour laquelle je vous ai fait venir de Paris. Ainsi, vous êtes toujours persuadé que le cambriolage de la Banque centrale de Limoges est en liaison directe avec les hold-up récemment organisés dans la région parisienne. Parfaitement. Nous avons affaire à une bande, j'oserais dire, internationale. Eh bien, mon cher commissaire, je suis moi persuadé que la disparition d'Antoine de Lastide, le neveu du colonel de Lagartempe, n'est pas sans rapport avec les affaires que vous venez d'évoquer. Vous n'allez quand même pas comparer le vol de la Banque centrale, plus de 500 millions, avec le portefeuille de ce baron décavé. Quel rapport peut-il y avoir entre un crack et un entoulage? Un entoulage peut-être, mais qui a déjà coûté la vie d'un homme. Qu'est-ce que vous en savez? Voilà 2 mois que le baron Antoine de Lastide a quitté son domicile sans laisser l'adresse. C'est un personnage qui déplace pas mal d'air ordinairement. Si tout à coup on n'entend plus parler de lui, il faut qu'il y ait à cela une raison sérieuse. On le retrouvera, votre baron, un de ces jours, dans les bras d'une danseuse du côté de Montmartre. Permettez-moi d'en douter. Permettez-moi de sourire. À votre santé. À la vôtre. Ah, excusez-moi. Allô? Commissaire Gaudy à l'appareil. Oui? Bonjour, brigadier. Non. Eh bien, dites donc, ça, c'est une nouvelle. Je vous envoie quelqu'un tout de suite, entendu? Du travail pour vous, Picot. Pour moi? Un vol sensationnel a été commis au château de Rouffach après déjeuner. Le diamant de la duchesse du Thorion a disparu. Puisqu'Adélaïde l'ordonne, qu'il entre, ce particulier. J'abandonne la place. En avant. Non, monsieur de Lagartempe. Vous restez. Nom d'un tonnerre. Mais d'abord, qui êtes-vous? Nom, prénom, grade, quelle classe? Est-ce qui m'a foutu un loustic qui vient essuyer ses bottes sur mes tapis? Calmez-vous, mon colonel. Je suis le commissaire Picot de la police judiciaire de Paris. Ah, bon. Alors, vous pouvez faire votre corvée. Vous êtes au courant de la situation? Dans les grandes lignes, colonel. Quelle tuile? Je veux être changé en pain de sucre, si j'y comprends quelque chose, ma mille tonnerre. Mesdames et messieurs, je vous demande à tous de vous asseoir, d'observer le plus grand calme et de répondre à mes questions. Je vous donne ma parole que je vous rendrai votre liberté dès que j'aurai recueilli les renseignements utiles à l'enquête. Nous sommes donc tous soupçonnés? Dans un cas comme celui-ci, cher monsieur, tout le monde est appelé à se justifier. Silence! Pétard de sang! Le premier qui parle sur les rangs, je le colle au garde à vous jusqu'à la soupe, moi. Adieu aux amateurs. Bon. À vous, commissaire. Madame la Duchesse. Que désirez-vous savoir, commissaire? Je vous prie de m'expliquer dans les moindres détails ce que vous savez de la disparition du diablotin. C'est fort simple. Après le repas, je m'étais retiré avec ma femme de chambre dans un cabinet du premier étage qu'on a toujours appelé la chambre rose. Adèle m'avait aménagé un divan. Je lui ai dit que je désirais me reposer jusqu'à 3 heures et qu'elle vienne me réveiller en frappant 3 coups. Resté seul, je tirai le loquet et m'endormis profondément. Je fus réveillé par un léger grincement. Quelque chose comme une porte qu'on referme avec précaution. « Est-ce vous, Adèle ?» demandai-je. Mais je me souvins brusquement que j'avais tiré le verrou de l'intérieur et je bondis hors du divan. Tout était en ordre dans la chambre rose, le verrou tiré. Mais mon diamant et sa chaîne, que je garde toujours à mon cou, avaient disparu. Tels sont les faits, monsieur le commissaire. Je vous remercie, madame la Duchesse. Monsieur Géraud de Lagartempe, avez-vous quelque chose à déclarer? Sur la licorne, je jure que je ne sais rien de cette horrible chose. Je respecte trop ma tante Adélaïde et les traditions familiales
pour avoir seulement une opinion. En un mot comme en 100, je m'estime trop peu pour un honneur si grand. Oui. Combien de personnes y avait-il au château pendant le déjeuner, colonel? Effectif rationnaire complet, 48 invités à table, 4 hommes à la cuisine, 4 extras fournis par un traiteur de Limoges pour le service, et le jardinier en renfort, total 57. Il reste à peine une vingtaine de personnes. Évidemment, c'est maigre. Mon enquête risque malheureusement de prendre pas mal de temps. Il se fait tard. Vous voulez peut-être un billet de logement? Benoît va vous préparer une chambre. Benoît! Exécution. Bien, mon colonel. Madame la Duchesse est servie. Alors, tout le monde à la soupe. On la saute là-dedans. Vous continuerez vos interrogatoires l'estomac garni, commissaire. Ce sera plus facile. Merci, colonel. Quant à moi, alors je comprends rien à cette histoire. Mais alors, rien, corps le cul, rien du tout. Commissaire. Qui est là? Géraud de la Gartempe, ne craignez rien. Levez-vous, j'ai quelque chose à vous montrer. Foi. Si c'est intéressant. Très intéressant. Venez, perçons l'horreur de la profonde nuit. Voilà, entrez. C'est ici. La chambre rose? Parfaitement. Élevé au sérail, j'en connais les détours. Mais j'ignorais, je le confesse, jusqu'à cette nuit, le mystère de la chambre rose. Si vous voulez bien m'accorder quelque attention, je vais vous le dévoiler. Le château où vous vous trouvez est fort ancien. Les fondements du donjon sont en pierre sèche du XIIe siècle. La partie où nous nous trouvons a été modifiée au XVIIIe pour réparer des ans l'irréparable outrage. Mais là aussi son mystère. On assure que pendant la Révolution, un véritable trafic souterrain se fit entre Limoges et Rouffach. Connaissez-vous notre hôtel particulier de la rue du Consulat? Celui où loge votre neveu Robert Brichot? Oui, c'est ça, c'est une bâtisse très curieuse. Là aussi, c'est plein de souterrains. Quand le ciel s'assombrit, mieux vaut rentrer sous terre. Il y a même une rivière souterraine, des sables mouvants, enfin, tout ce qu'il faut. Je vous conduirai là-bas un de ces jours. Il est bien dommage que mon neveu Antoine de Lastide soit absent depuis 2 mois. Oui, en voilà un qui connaît la question dans tous les coins. Vous êtes sûr qu'on ne peut le trouver nulle part? Oh, Antoine est un lascar. Dieu seul sait où il est en ce moment. Et pour en revenir à nos moutons, je connaissais le secret des souterrains du château, dont certains communiquent, assure-t-on, avec l'autre rive de la Vienne. Je connaissais des cachettes, des portes dérobées, des armoires truquées, mais j'ignorais la perfidie de la chambre rose. Cette chambre, monsieur le commissaire, possède une issue secrète, dissimulée derrière ce panneau. Il suffit de presser cette ferrure. Regardez. Très curieux. Et où conduit cet escalier secret? Un souterrain qui aboutit lui-même aux écuries du château. Vous imaginez maintenant le chemin emprunté par le diamant de la duchesse. J'imagine trop bien. Monsieur de Gartempe, je vous demande de ne parler à âme qui vive de ce que vous venez de me montrer. Pas même à monsieur votre frère. Par la licorne, commissaire. Auguste a tout appris et veut tout oublier. Alors, commissaire, cette enquête, hein? Appris du nouveau en cuisinant ma famille? Rien de très intéressant, mon colonel. De toute évidence, le diablotin et son voleur sont loin à l'heure qu'il est. Ah, sacré nom d'une pipe! Il faut retrouver ce diamant, je paierai ce qu'il faudra. Mais s'il est perdu, hein, Adélaïde en fera une maladie. Si vous tirez ça au clair, je vous fais chevalier de la licorne, foi de la Gartempe. J'en serais très honoré, mon colonel. Mais pour l'instant, je ne vous garantis rien. Où pourrais-je rencontrer votre neveu Robert Brichot? Ah, mais il doit être à Limoges, rue du Consulat.
Il est parti après le déjeuner hier. Oui, bonne pièce, Robert. Diable à 4 et compagnie comme son cousin Antoine de Lastide. Mais bon garçon, sympathique, je l'aime bien. Surtout depuis qu'il travaille sérieusement. Monsieur de Lastide et lui travaillent ensemble, je crois. Oui. Enfin, c'est toujours moi qui paie, notez bien. Ils ont rencontré à Deauville un citoyen nommé Van Oulsten, oui, qui montait une affaire de plastique et qui cherchait des administrateurs. J'ai mis moi-même 40 millions sur la balance. Et voilà comment Antoine de Lastide est devenu président-directeur général de l'Omnium des matières plastiques amalgamées, avec Brichot comme administrateur. Ils ont maintenant des bureaux rue Tilsit à Paris, et mon hôtel particulier de Limoges leur sert d'entrepôt pour la province, voilà. C'est une grosse affaire. Oui. Qu'est-ce qu'il fabrique au juste? Rien pour l'instant. Van Oulsten a découvert au Congo un formidable gisement de carbonite. Vous connaissez ça, vous? Ma foi, non. Non, moi non plus, d'ailleurs. Mais il paraît que ça va révolutionner la construction d'ici peu. Pour l'instant, on en est encore au démarrage. On entrepose la carbonite à Paris et à Limoges. Mais il y a de grosses commandes pour l'étranger. Et je veux être changé en moulin à poivre si dans 2 ans mes Lascars-Dunveux ne sont pas milliardaires. Je le souhaite pour eux et pour vous, mon colonel. À présent, il me reste à vous remercier de votre hospitalité et à prendre congé. Comment? Vous partez déjà? Je vais rendre visite à Monsieur Brichot. Puisqu'il assistait au déjeuner d'hier, il a pu faire des remarques intéressantes. On ne sait jamais. Comme vous dites. Allons, commissaire, le coup de l'étrier. Allez, retrouvez-moi le diablotin sans faute. Je ferai tout ce qui sera possible, colonel. Quant aux valeurs, biribi, avec ma botte au train. Saint-Michel nous aide et nous terrasserons le dragon. Ouvrez le banc. Et maintenant, buvons à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Serrez les rangs. À la bonne vôtre. Vous habitez un véritable palais, monsieur Brichot. Mes compliments. Le mérite en revient aux Lagartampes, qui ont toujours été de grands soldats et de grands bâtisseurs. En quoi puis-je vous être utile, monsieur le commissaire? Monsieur Brichot, je n'ai pas douté un seul instant que vous auriez à cœur de contribuer au succès de cette enquête, en me disant tout ce que vous savez sur la disparition du diablotin. Hélas, monsieur le commissaire, je n'en sais absolument rien. Ouais. Monsieur Brichot, vous avez de gros besoins d'argent, je crois. Je vois que mes parents vous ont parlé de moi, monsieur le commissaire. Il faut vous dire que je ne suis pas très bien vu dans ma famille. Je ne suis pas assez traditionnel. Oui. Sauf aux yeux de mon oncle Laurent, qui lui m'aime beaucoup, au contraire. Allons, vous me croyez coupable. Mais pensez-vous que je serais assez bête pour voler un bijou impossible à négocier? Vous pouvez avoir des amis que l'affaire intéresserait. Non, vous faites fausse route, monsieur le commissaire. Je ne sais absolument rien du vol du diablotin, je vous le répète. Sinon que toutes les perruches et les bavards ridicules de la famille vont essayer de me le faire endosser. Je veux bien vous croire, monsieur Brichot. Je n'ai rien contre vous a priori. Mais, dans un tout autre ordre d'idées, que savez-vous de la disparition d'Antoine de Lastide, le président-directeur général de l'Omnium des matières plastiques amalgamées? Oh, mais je vois que vous êtes aussi au courant de nos activités. Pas toutes, cher monsieur, pas toutes. Votre cousin est parti avec de l'argent qui appartenait à la société, je crois. Oh, 20 millions, une misère. Monsieur Brichot, je sais que vous vous entendez à merveille pour faire valser l'argent des autres. Sans que ça vous profite beaucoup d'ailleurs. Mais je ne vous crois pas capable d'avoir volé le diablotin. Je vous demande donc de m'aider à mener à bien cette enquête qui peut avoir des prolongements dont vous n'avez même pas idée. Quand avez-vous vu Monsieur de Lastide pour la dernière fois? Il y a exactement 2 mois et demi. Où était-il? Dans son bureau de Paris, rue de Tilsit, avec le directeur général adjoint Van Oulsten et moi-même. Van Oulsten était très excité, je me souviens. Oui, cet homme qui devant nous gardait ordinairement ses distances et qui nous tenait dans une ignorance voulue de ses affaires s'est emporté contre mon cousin ce jour-là avec une violence extraordinaire. Ils sont ensuite partis tous les deux en voiture et j'ai su qu'ils s'étaient rendus à Limoges. Le patron voulait surveiller lui-même une livraison de carbonite. Je n'ai revu depuis ce jour ni mon cousin, ni Van Oulsten. Je sais seulement que ce dernier est entré dans une fureur noire quand il a appris la disparition d'Antoine et qu'il est décidé à lancer toutes les polices du monde après lui. Quels étaient les griefs de Van Oulsten contre Antoine de Lastide? Ma foi, monsieur le commissaire, je vais vous avouer une chose. Je ne sais absolument pas ce que je suis venu faire dans les matières plastiques amalgamées. Enfin, vous remplissiez des fonctions précises, je suppose. Aucune. Dès les premiers jours de notre association, Lastide m'a prévenu. Moins je m'occuperai des affaires, mieux ça irait. Van Oulsten n'avait besoin de nous que pour obtenir l'appui financier et la caution morale de l'oncle Lagartampe. Pour le reste, il n'y avait qu'à se laisser vivre en touchant une part confortable des bénéfices. Avouez qu'il aurait fallu être bien difficile pour refuser.
Mais mon cousin Antoine, lui, travaillait sérieusement. Van Oulsten l'envoyait très souvent à l'étranger, lui faisait faire des démarches et des achats. Et les 20 millions qu'il a emportés avec lui? Justement, Van Oulsten pour la première fois menace de porter plainte, fixe des délais, fait un raffut de tous les diables. J'en ai touché un mot à l'oncle Lagartampe, mais pour toute réponse, il m'a menacé de béribi, suivant son habitude. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, j'ai fait mon devoir. Si Antoine est cop, ce ne sera pas de ma faute. Je ne peux quand même pas aller taper Mado. Mado? Mado d'artiste, l'ami de Lastide. Oh, une bonne fille, notez bien, avec une assez jolie fortune personnelle. Mais maintenant qu'Antoine est en fuite, je doute qu'elle consente à lâcher 20 millions pour lui sauver la mise. Ce serait assez surprenant, en effet. Eh bien, monsieur Brichot, je suis ravi d'avoir pu bavarder avec vous quelques instants. Ravi aussi de connaître cette magnifique demeure. Votre oncle Jérôme m'a parlé des fondations qui sont très anciennes, paraît-il. Ah oui, elles datent sans doute de l'époque romaine, en effet, oui. Elles nous donnent d'ailleurs beaucoup d'inquiétude. On prétend qu'une rivière souterraine traverse la rue, elle passe juste sous la maison. Hein? Mais voulez-vous descendre y jeter un coup d'œil? Mais avec plaisir. Eh bien, par ici, je vous prie, tenez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces voûtes sont magnifiquement conservées. Le danger est au-dessous. Vous voyez la passerelle de bois qu'on a achetée en travers de la galerie? Oui. Eh bien, c'est l'endroit où passe la rivière souterraine. Il y a là des sables mouvants. Les visiteurs s'amusent à acheter des pierres, des bâtons, tout disparaît, comme par enchantement. Oui, c'est dans cette salle que nous entreposons la carbonite. Ces caisses en contiennent pour plusieurs dizaines de millions. Enfin, c'est du moins ce que prétendait Antoine. Curieux. Si je comprends bien, monsieur de la Bastide est venu ici peu de temps avant sa disparition. Qui l'accompagnait? Des gens que je ne connais pas. Mon rôle se bornait à remettre les clés quand on me les demandait. Les caisses sont arrivées à la nuit à bord de 3 camions, sans bruit et sans histoire, voilà tout ce que je sais. Et Van Oulsten est revenu quelques semaines plus tard pour voir comment ses ordres avaient été exécutés. Exactement. Et sans me prévenir, alors que j'étais moi-même à Paris. Lastide l'accompagnait, c'est le gardien qui me l'a dit. Ils sont arrivés très tard le soir. Ils sont repartis très tôt le matin sans laisser d'adresse. 2 autres personnages étaient venus dîner avec eux. Très curieux. Vous trouvez? Oh, je parle des souterrains, monsieur Brichot, bien entendu. Mademoiselle Dartis, pouvez-vous me dire quelles sont les causes de votre altercation publique avec monsieur de Lastide il y a 3 mois au casino d'Anguin? Oui. Un rapport de la police des jeux m'a appris que vous étiez entré dans la salle de baccarat où se trouvait votre ami et que vous aviez giflé ce dernier devant toute l'assistance. Pouvez-vous m'expliquer votre conduite? Monsieur le commissaire, je suis très embarrassé pour vous répondre. Ouais. Je vais vous aider. On a parlé de rupture, de son intention de vous quitter, d'où votre geste. Je n'y crois guère, mademoiselle. N'y a-t-il pas eu entre vous des divergences plus sérieuses qu'un simple conflit sentimental? Alors, franchement, vous étiez au courant de ces affaires, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison, monsieur le commissaire. Depuis quelques mois, je n'y tenais plus. Ce n'était pas une vie pour une femme comme moi. Voulez-vous dire que monsieur de Lastide avait été pris par son métier au point de vous négliger? Pris? Vous voulez dire happé, ligoté, absorbé. Mais pas un moment de calme, des voyages rapides, toujours mystérieux. Des appels incohérents, des visiteurs étranges, des conciliabules interminables. Antoine, autrefois gai, confiant, insouciant, il est devenu triste, sournois même. Alors un beau jour, j'ai voulu rompre. Mais ce n'était pas sérieux, monsieur le commissaire. Je l'aime encore. Je ferai tout pour vous aider à le retrouver. Enfin, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Antoine n'est pas de la race des hommes qui se suicident. Je comprends votre chagrin et votre angoisse, mademoiselle. Nous retrouverons monsieur de Lastide. Vous allez rentrer chez vous, réfléchir, et demain vous nous direz tout ce que vous savez, tout ce que vous avez remarqué, tout ce que vous avez même soupçonné dans le comportement de votre ami depuis quelques mois. N'oubliez aucun détail.
ses relations avec Van Oulsten, ses rapports avec la rue de Tilsit, enfin les circonstances de ses fameux voyages, et la nature de ses interlocuteurs. Réfléchissez. Et revenez me voir demain. Pourquoi attendre à demain, monsieur le commissaire? Vous ne me prenez pas pour une enfant capricieuse, j'imagine. Je connais la vie, rassurez-vous. Depuis qu'Antoine a disparu, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai repassé dans ma pauvre tête tous les incidents de ces derniers temps. J'ai regretté ma nervosité, mon geste au casino, celui qui a précipité les événements. Il reste une chose. Antoine a disparu. Et la bande respire. La bande? Mais de quelle bande voulez-vous parler, mademoiselle? J'accuse monsieur Van Oulsten d'avoir enlevé Antoine de Lastide, monsieur le commissaire. Ravi de vous voir à Paris, monsieur Brichot. Vous avez quelque chose d'intéressant à me raconter, je suppose, pour avoir fait le voyage. Monsieur le commissaire, j'ai à présent la certitude que mon cousin Lastide a été enlevé de force par Van Oulsten, au cours de la nuit qu'ils ont passée à Limoges il y a 2 mois et demi. J'ai fouillé toute la maison. J'ai trouvé un inhalateur de poche qu'Antoine avait toujours sur lui, et le chapeau qu'il portait la dernière fois que je l'ai vu. Ses ravisseurs ont oublié les 2 objets dans leur fuite. Ça se tient assez bien, en effet. Eh bien, notre enquête avance d'un pas. Le prochain objectif est désormais Van Oulsten. Mais le gibier est de taille. Et là, je vais avoir besoin de vous. Rapprochez-vous de lui. Prétextez la disparition de Lastide pour lui offrir vos services. Laissez-le supposer que vous en savez plus long qu'il ne le croit sur ses propres affaires. Et tâchez de comprendre ce qui se passe. Avouez que nous sommes loin du diablotin, monsieur le commissaire. Sait-on jamais. À ce propos, Van Oulsten ferait-il partie de l'ordre des chevaliers de la licorne? Elle est bonne celle-là, mais bien sûr que oui, mais moi aussi j'en fais partie. Et le pauvre Lastide, et tous les membres de la famille que vous avez pu voir à Roufac. L'oncle Laurent est irrésistible. Tout le monde donne son adhésion. Non, croyez-moi, c'est une pure loufoquerie à laquelle seuls les 2 oncles attachent de l'importance. Monsieur Brichot, puisque nous sommes sur le terrain de la fantaisie, restons-y un instant. Et permettez-moi de vous raconter une histoire. Il était une fois, dans un château du Limousin, 2 vieux messieurs, riches et originaux, qui étaient tombés aux mains d'une bande de rapaces. Flattant les manies des châtelains, la bande avait capté une partie de leur fortune et organisé à leur insu, dans leur propre demeure de Limoges, un centre de gangstérisme. Sous le couvert d'une société industrielle légalement constituée et comprenant un conseil d'administration composé de personnes honorablement connues, les dirigeants se livraient à un vaste trafic illicite international, dont la nature reste à déterminer. La bande opérait aussi à main armée. Il y eut même des vols audacieux, comme ce fut le cas au château des 2 vieux messieurs. Ce fut d'ailleurs un coup maladroit qui éveilla les soupçons de la police et permit de retrouver la chaîne conduisant à l'état-major du gang. Qu'en pensez-vous, monsieur Brichot? Pas mal, monsieur le commissaire. Mais pour nous en venir à l'affaire du diablotin, Lastide a disparu 2 mois avant le vol de la Chambre Rose. Qui vous dit que Van Oulsten et ses hommes n'y pensaient pas depuis longtemps? Le diablotin est une prise qui mérite du temps et de la réflexion. Lastide a fait allusion aux bijoux. On a surveillé les allées et venues de la duchesse du Taurion, et on a attendu un déplacement de cette dame pour passer à l'attaque. Un agent de Van Oulsten mêlé au personnel de service a fait le coup. Antoine de Lastide avait sans doute mentionné devant son patron l'existence d'un passage souterrain conduisant de la Chambre Rose aux écuries. Dès lors, voler le diablotin n'était qu'un jeu. Quant à votre cousin, des scrupules tardifs l'avaient opposé 2 mois plus tôt à Van Oulsten, qui s'était aussitôt débarrassé de lui, non sans l'accuser de lui avoir subtilisé 20 millions. Voilà très probablement la vérité. Monsieur le commissaire, je mesure à présent seulement l'étendue de ma faute. Mais je ne demande qu'à me racheter. J'aurai Van Oulsten et je vous l'apporterai jusqu'ici, mort ou vif. Plutôt vif. Si vous le pouvez, monsieur Brichot. Ça m'arrangerait. Vous avez lu les journaux du soir, chef? Pas encore, non? Quelque chose d'intéressant?
Mado Darty se trouvait morte dans sa baignoire, empoisonnée. Je ne comprends rien à vos balançoires, monsieur Brichanteau. Mais alors rien, corne-cul, rien du tout. Mon nom est Berlingot, mon colonel. Oui. Monsieur Van Oulsten m'envoie vers vous. Oui, au diable tous ces noms à coucher dehors. Vous pouvez pas vous appeler comme tout le monde, non? Mon colonel, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Oui. Mais pour vous demander une dernière fois d'épargner à nos affaires la banqueroute. Et à votre famille, le déshonneur et la prison. Oh, nom d'un tonnerre. Ferait beau voir qu'un chevalier de la licorne aille coucher aux choses. Il ne tient qu'à vous de l'empêcher. Ça, 20 millions. Elle est bien bonne, celle-là. Et puis quoi encore? Une permission de mariage? Allez, rompez, cavalier Bassouton. J'ai dans ce dossier de quoi faire condamner tout le conseil d'administration. Pas sans cœur que vos neveux aillent en prison, ils sont jeunes. Mais vous, mon colonel... Moi? Mais sacrebleu, vous êtes cinglé, Bernabeau, hein? Faudrait voir à ne pas confondre corde à pluie avec corde à courage. Vous ferez muter dans les battes d'af, moi, monsieur, et avec ma botte dans le train. Je suis navré, mon colonel. Mais vous êtes le principal actionnaire. Et la loi sur les sociétés anonymes est formelle. C'est ça. Et vous croyez peut-être que je me laisserai faire, hein? Mais on se défendra. Et à l'arme blanche, monsieur Barfalo. Berlingot, je vous prie. Oui, là, pas Bernachot, comme vous dites. Vous voulez vous défendre, mon colonel? Mais savez-vous ce que ça coûte de signer des traites de complaisance? De détourner des fonds sociaux? De faire subventionner par des tiers des entreprises douteuses? Non, vous ne savez pas? 20 ans, mon colonel. Biribi, j'en étais sûr. Mais allez-y tous et foutez-moi la paix. C'est Van Oulsten, le patron. Bon, alors le fout dedans, moi. Oignon Van Oulsten et la boule à zéro. Voilà. Oui, parfaitement, oui. Mais dois-je vous rappeler, mon colonel, que monsieur Van Oulsten, en sa qualité de directeur général adjoint, échappe à toute poursuite? Non, non, mais vous rigolez. À jamais. Quand l'honneur d'un grand nom est en jeu, mon colonel. Vos neveux s'y sont pris de telle façon... Des saligots, je les déshérite. Des canailles qui me prennent pour un bleu de leur classe. Mais où est la stide? 2 mois et demi d'absence illégale. Biribi. Et puis tant pis pour les autres. Le règlement, c'est le règlement. Réfléchissez, mon colonel. La nuit limousine porte conseil. Téléphonez-moi demain matin si vous avez pris la décision qui s'impose. Ouais. Je vous assure que monsieur Van Oulsten vous recevra aussitôt. Son plus vif désir est d'arranger les choses. Monsieur Berlingot, une fois de plus, allez au diable. Et rasibus pour les 20 millions. Il comprend rien de rien, corne-cul, mais alors rien du tout. Bon, alors, Guéraud, Guéraud, vicomte de la Guerchante. Oui, c'est le colonel, c'est Laurent qui m'éveille. Je reconnais la voix qui frappe mon oreille. Oui, arrive ici et dardard, pas de gymnastique. D'où vient ce front triste et ce regard sévère? Le temps vous déplaît-il? Non, allez, Guéraud, trêve de rigolade. Comment s'appelle ce fantabosse de la Sûreté Générale qui est venu ici l'autre jour? Ce policier de Paris, là, qui devait retrouver le diablotin et qui a mis Hiérofax en dessous. Le commissaire Picot, mon frère, c'est ainsi qu'on le nomme. C'est ça, Picot. Bon, eh bien, moi, colonel Comte de la Gartempe à la Tour Pointue, je vais aller trouver ce flic et lui demander aide et protection. Vous, mon frère? Sacré nom d'une pipe de tonnerre, hein. Mais voilà plus de 10 ans que je ne suis pas allé à Paname, et il faut que ce soit cette maudite famille, ces sacripants neveux qui m'obligent à partir en bordée à mon âge. Mais je veux être changé en bouteillon si je comprends un traître mot à tout ça, moi. Mais c'est bon. Coûte que coûte, j'irai à Paris, je verrai ce commissaire de malheur, et j'irai trouver ce Van Oulsten, alors celui-là, je lui apprendrai de quelle bois je me chauffe, moi. Bon, voilà, Benoît, mes bottes et mon fin, exécution. Voyons, Brichot. Il y a déjà 8 jours que nous nous sommes vus, quelle nouvelle? J'ai suivi tous vos conseils, commissaire. J'ai capté la confiance de Van Oulsten, en prétendant prendre la succession de la Stide à la tête de la société. Bien. Au milieu de la semaine, Van Oulsten m'a donc chargé d'une mission d'importance. Un gros chargement de carbonite à escorter jusqu'à la frontière. Oui. Alors cette fois-ci, j'ai jeté un coup d'œil sur le contenu des caisses, et j'ai été fixé. La carbonite en question se composait de 10 mitrailleuses, 500 revolvers, 10 000 cartouches et autant de grenades. Et les caisses de Limoges? Van Oulsten les avait déjà fait enlever. Je n'ai plus rien trouvé à mon retour rue du consulat. Enfin, je suppose que toute la carbonite qui a jamais produit l'omnium des matières plastiques amalgamées ressemble à celle que je viens de vous décrire. Rentré de ma première mission avec une somme de 100 millions en billets de banque, je fus ensuite réexpédié à Zurich. Alors là, je rencontrais dans un hôtel 5 personnages qui avaient l'air très contrariés et qui me chargèrent de rapporter à Van Oulsten ces simples mots: le caviar est excellent, mais la pêche est définitivement fermée. Dommage. Et ce message a causé un gros émoi rue de Tilsit. Van Oulsten a disparu. Mais depuis 3 jours, quelqu'un me suit, moi, et partout. Je suis certain qu'on guette l'occasion propice de m'abattre. J'en sais trop long. Surtout si les affaires vont aussi mal que le laisse entendre le message que j'ai rapporté de Zurich. Alors l'Astide assassiné, Mado Darty empoisonné, et mon tour est venu. Une seule solution s'offrait à moi, me mettre sous la protection du commissaire Picot.
Et vous avez eu parfaitement raison, monsieur Brichot. Enchanté de vous recevoir chez moi, mon colonel. Quel heureux vent vous a poussé de Limoges au quai des Orfèvres? Mon heure H est venue, commissaire. On m'a apporté l'autre matin une foutue note de service. Tenez, écoutez ça, et dites-moi comment vous trouvez le bouillon. Monsieur, c'est là mon dernier avertissement. Si, le jeudi 2 à 5 heures, vous ne m'avez pas versé en espèces, vous-même, à nos bureaux de la rue de Tilsit, la somme de 20 millions qui m'est due par vos neveux, je mettrai en route le mécanisme inexorable dans lequel sombreront votre maison et votre honneur. Et c'est signé Van Oulsten. Que comptez-vous faire? Oh, être exact au rendez-vous et à l'heure militaire, sacrebleu. Mais Van Oulsten est aux abois, vous n'allez tout de même pas céder à ce chantage ridicule. Ah, un pot de balle et variété. Oh, mais pour qui me prenez-vous? Non, je vais te pas tirer les oreilles, ce fond à bosse de malheur. Ma botte au train et ma cravache par le nez et mutation dans les bas de DAF sous 24 heures. Et ce ton adouille de Brichot, où est-il? 3 jours qu'il n'est pas rentré chez lui. Désertion devant l'ennemi. Viribi, à ma parole qu'il y a droit. Rassurez-vous, colonel. Votre neveu est en sécurité. Je peux vous donner de ses nouvelles, elles sont excellentes. Mauvaise graine. Un enfant de salaud qui se fout de mon matricule. Rien de grave au moins, non? Soyez sans grave. Pour ce qui est de Van Oulsten... Oh non, non, alors celui-là, je me le garde. Compris, commissaire. Je me fiche des millions perdus comme un poisson d'une pomme, mais Van Oulsten, il va comprendre sa douleur. Vous pouvez le noter comme exempt de service pour quelques jours. Motif, incapable de se tenir en selle, rapport au triste état de ses muscles fessiers. Soyez prudent, colonel. Ces gens-là sont capables de tout. Oh, t'es fou traité. Je les enverrai coucher au gnouf comme des simples tambours, moi. Allez, au revoir, commissaire. Monsieur de Lagartempe, quelle joie pour moi de vous retrouver. Il y a si longtemps que nous nous sommes vus. Asseyez-vous, je vous prie. Vous êtes ici chez vous, en somme. Est-ce que vous me prenez pour le trompette de semaine, mon petit bonhomme? Tout de suite les gros mots, cher colonel. Allons, voyons, ne suis-je pas votre ami? Mais... Ne regrettez pas d'être venu jusqu'à moi. Il n'y a rien de tel qu'une nette et franche explication. Tout s'arrangera. Oui, asseyez-vous donc. Voulez-vous un cigare? Pas question. Qu'est-ce qui se passe, Van Oulsten? Où sont mes neveux? Nous y arrivons, cher colonel. Des propres à rien, des sacrés turcos de malheur, des fantabosses de pacotille, des gens foutus. Je ne vous le fais pas dire. Mais qu'est-ce que vous en avez fait, sacrebleu? Dans la nature, mon colonel. Dans le... Avec mon argent. Enfin, notre argent. Disparu des bureaux sans prévenir, emportant la caisse, ou à peu près. Et moi, je dois faire face demain à une créance de 20 millions sous peine de catastrophe. Or, ces 20 millions, vos neveux les ont. Disons, empruntés. Telle est la triste vérité, mon colonel. Ou bien je suis obligé de porter plainte au nom des actionnaires, ou bien je mets la clé sous la porte. Ce qui ne nous dispensera ni vous ni moi d'aller coucher en prison. Oh, les enfants de Mamlouk, leur en foutrais, moi, des millions. Mon ami, monsieur Berlingot, vous a montré ses pièces, je crois. Vous savez qu'il y a là de quoi remplir tout un quartier de la santé avec nos lamentations et nos actionnaires. Ah ben alors, pot de zébi, hein. Voilà mon dernier mot, et bien le bonsoir. Vous m'entendrez jusqu'au bout, monsieur de Lagartempe. Mais... Vous paierez. Vous saurez ce que c'est que la justice de Van Oulsten. La porte est fermée, la clé est dans ma poche. Une dernière fois, voulez-vous vous asseoir? Avec mes bottes. Une dernière fois, voulez-vous me remettre les 20 millions que je vous ai prié de m'apporter aujourd'hui même? Au bout d'une lance! Laissez-moi sortir de ce gourmet, hein. Ouvrez la porte ou j'appelle la garde. Ne prenez pas cette peine. L'immeuble est vide. L'appariteur que vous avez vu tout à l'heure avait la consigne de se retirer dès votre arrivée. Je suis seul ici avec vous. Et pas pour longtemps. Je n'aurai qu'un regret, c'est de vous offrir un bureau comme sépulture. Alors que vous auriez pu rejoindre votre neveu Antoine de Lastide dans les sables mouvants de la rue du Consulat. Quoi? Qu'osez-vous dire, canaille? Que vos neveux en savaient trop long, colonel, et que maintenant ils se sont tus. Vous aussi, Lagartempe, vous en savez trop long. Menteur, scélérat, c'est moi qui commande ici, nom d'un tonnerre. Cavalier Van Oulsten, ouvrez-moi cette porte. Ce revolver est muni d'un silencieux, colonel. Je vous le fais remarquer. Trop tard, monsieur Van Oulsten. La police est en chemin et je pense que c'est pour vous qu'elle vient par ici. Trop tard, monsieur de Lagartempe, vous l'aurez voulu. Voyez cette porte sous la tenture, elle donne dans l'immeuble d'à côté. Tout est prévu. Tout à l'heure, perdu dans la foule, je pourrais me payer le luxe d'assister au transfert du colonel Comte de Lagartempe, trouvé mort, suicidé, bien entendu, dans son bureau de l'omnium des matières plastiques amalgamées. Belle fin pour un soldat. Allons, colonel, vous allez mourir ici, chez vous,
Posez gentiment votre chapeau et votre canne. Ma canne. Sacrebleu. Savez-vous ce que c'est qu'une canne épée? Gros sac à vin ridicule. Ceci. En garde. Et vous ne savez même pas tenir un pistolet, mon garçon. Attention. Et voilà. Portez, lance. En avant vers la gauche, en garde à droite. Allez, hop, voilà. Faux, colonel. Vous avez bien vu que je plaisantais. Pour le moulinet, partez au galop, coup de sabot. Hop, et voilà. Arrêtez, colonel. Coup d'Europe à gauche. Hop, et voilà. Au nom du ciel. Moulinet à droite. Voilà. Ferme corps le cul. Serrons les genoux. Pitié. Moulinet à gauche. Voilà. Ah. Pour charger. Nom d'un tonnerre en avant vers la droite. Parti en arrière. À gauche, droite. Et voilà. Mais colonel, ce n'est pas moi, je vous le jure. Pour charger. Partez au galop du nerf sacrebleu. Il perd le pied. Et voilà. Ah, légitime défense, commissaire. Il voulait me trouver la paillasse. Je lui ai lardé les fesses. Loi du talion, n'est-ce pas? Ah, qu'est-ce qui m'a foutu un fantabosse pareil? Ça manie le pistolet comme une brosse à dents en poil. Et ça voudrait vous apprendre la musique. Biribi! Je compte sur vous, n'est-ce pas, commissaire? Bien entendu, mon colonel. Oh, quelle journée. Vous avez fait un travail magnifique. Oh, ah, je vais la Robert. Et bien vivant grâce au ciel. Mon oncle, permettez que je vous embrasse. Non, je t'en prie, pas d'idolâtrie, mon neveu, non. Remettons à plus tard les effusions familiales. Tu es là, c'est l'essentiel. Chef, regardez ce qu'on a trouvé dans la blague à tabac de Van Ulsten. Oh, mille tonnerres. Le diablotin. Voyez-vous, mon colonel, les criminels, malheureusement pour eux, ne connaissent pas de bornes. Van Ulsten avait recruté ses hommes à tout faire dans la pègre internationale. Il comptait parmi ses collaborateurs intimes quelques escrocs de haut vol qui ne se résignaient pas aux simples joies procurées par le trafic des armes. Pour ne pas perdre la main, ils organisaient de temps à autre des vols audacieux. Cambriolage de la banque centrale ou vol du diablotin. Ce fut leur perte, grâce à vous. Commissaire, vous avez retrouvé le diamant de Charles IX. Adélaïde vous donnera sans doute sa main à baiser. Ce sera pour vous une rude épreuve, mais je vous ai promis, moi, une récompense unique. Je n'ai qu'une parole. À genoux, commissaire, je vous fais chevalier de la licorne. Bon, colonel, j'espère me montrer digne toute ma vie durant de l'honneur insigne que vous... qui m'est... Enfin, pardonnez-moi, je suis très ému. Je vous prie de vous tenir dès à présent à la disposition de la police. Votre déposition est indispensable. Mais si vous avez droit à nos félicitations pour nous avoir facilité l'arrestation d'un dangereux malfaiteur, j'ai le regret de vous dresser contravention pour port d'armes prohibées. Alors, elle est bien bonne celle-là. Oh, nom d'un petit bonhomme, vous êtes un sacré farceur, chevalier Picot. Non. En attendant, rendez-vous ce soir chez Maxime. Et vous êtes invité aussi, Brichot. Nous souperons tous les trois comme des grognards. Et je veux être changé en mort de bride si nous ne savions pas le champagne jusqu'à l'extinction des feux. Quant à vous l'histoire, alors ça, je n'y ai rien compris, corne-cul. Mais alors, rien du tout. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. L'assassin est en liberté par Charles Nicolai, qui vient d'être édité par Le Masque, et malgré une série effroyable d'assassinats, un roman policier qui, à aucun moment, ne cesse de témoigner d'un sens vif de l'humour. Il met en scène un publiciste, John Nolan, et sa charmante femme, Prudence, dite Prue, et leurs deux enfants, la petite Patsy, âgée de 8 ans, et Butch, le garçon, âgé de 2 ans et demi. Ils habitent à New York, un immeuble dont le propriétaire, Alden Simpson, est de l'aveu même de Nolan un vrai poison. C'est un propriétaire cupide et avare qui refuse d'entretenir correctement l'immeuble et que chaque locataire assassinerait volontiers tellement il se montre odieux. Mais de là à le trouver chez soi un poignard chinois dans l'estomac, il y a une marge sérieuse. C'est cependant ce qui arrive à John Nolan en enlevant la housse qui recouvre un de ses fauteuils Tudor. L'assassinat de Simpson, auquel Nolan, il va sans dire, est totalement étranger, attire sur les lieux le lieutenant détective Bernelli et son sergent, le sympathique géant O'Rourke. Nolan parvient à se disculper. Mais le veilleur et garçon d'ascenseur, Jean, qui est sur le point de faire des révélations, est poignardé à son tour, et il s'en faut de peu que Nolan ne périsse dans un accident d'ascenseur des plus suspects. Bien entendu, l'immeuble est rempli de locataires dont certains ont dans leur vie un secret qu'ils s'efforcent de dissimuler.
Nolan arrive à la conclusion qu'ils sont victimes de chantages exercés par le défunt propriétaire et par le gérant qui ne vaut guère mieux. Il en est de plus en plus convaincu lorsque son appartement est retourné de fond en comble, à seule fin d'y retrouver un certain carnet brun que le propriétaire y aurait laissé tomber. L'atmosphère de drame, avec un arrière-plan comique, s'intensifie toutefois et devient atroce lorsque la petite Patsy, la fille de Nolan, disparaît. L'enfant a dû découvrir un secret et le mystérieux assassin l'a ou bien tué à son tour ou bien gardé en otage. L'accélération du suspense est très bien orchestrée et c'est avec un grand soulagement que le lecteur découvre enfin l'identité très inattendue du criminel. Le ton de Charles Nicolai est original, le cadre et les personnages, nouveaux pour la plupart, est bien dessiné. Son roman, L'assassin est en liberté, est, je le répète, publié dans la collection Le Masque. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. L'Angleterre, ce vieux bastion du mystère, des châteaux hantés du roman policier, vient de nous donner un film remarquable, réalisé par Lee Thompson, d'après un scénario de John Hawkesworth et Shelley Smith, Les yeux du témoin. L'auteur est arrivé à un degré de tension assez extraordinaire, et toujours par des moyens exclusivement cinématographiques. Il a réussi notamment à faire exprimer aux visages humains l'angoisse et la terreur. Dans certaines scènes, l'intensité dramatique est extrême. C'est dans une certaine mesure un film policier, bien qu'il n'y ait aucun mystère à éclaircir. Dès le début, nous sommes les témoins du drame, nous savons parfaitement qui tenait le revolver quand la victime s'effondra. Non, le vrai drame commence à partir du moment où l'homme, qui n'est pas vraiment un assassin, il a tiré, poussé à bout par sa femme qui l'avait abandonné, à partir du moment où cet homme sait que quelqu'un a été le témoin du meurtre. Et ayant enfin découvert que ce témoin était une petite fille de 10 ans, il l'enlève. Ou plus exactement, la petite Gilly le suit. Et c'est une amitié et une grande confiance réciproque qui vont unir cet homme traqué et cette petite fille. Les Anglais sont sans doute ceux qui ont le mieux exprimé les réflexes et les sentiments des enfants. Dans Les yeux du témoin, l'exploration de l'âme enfantine est poussée très loin, et cette sorte de connivence, de complicité qui unit l'homme et la petite fille, et lie le sort de l'un au sort de l'autre, ajoute à l'intensité et au suspense du récit une note humaine, émouvante, comme l'on en trouve rarement dans ces sortes de films. Il faut dire que le metteur en scène a été servi par une petite interprète admirable. Elle s'appelle Hayley Mills. C'est la fille du grand acteur anglais John Mills, qui tient d'ailleurs lui aussi dans Les yeux du témoin un rôle important, celui du policier qui est chargé d'arracher à l'enfant son secret. La puissance d'expression de cette petite fille est prodigieuse, mais jamais on ne trouve chez elle ces minauderies, ce cabotinage qui sont insupportables de la part de tant d'enfants prodiges. Le film de Lee Thompson lui doit certes beaucoup, pourtant il serait injuste de ne pas voir toutes les autres qualités de ce film. Elles sont importantes et nombreuses. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les Chevaliers de la Licorne de Simon Arbelot dans une adaptation radiophonique de Jean Châtenay, avec Louis Seigné, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle du commissaire Picot, Roger Carrel, le colonel de la Gartempe, et Jean-Pierre Lituac, Martine Ferrière, Henri Virlogeux, Pierre Vernier, René Barrel, Yves Duchâteau, Jean Mauvais et Jacques Hilling. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, bruitage Jean Berriac, prise de son Madeleine Sola et Madeleine Lozès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.